Donc bonjour, nous faisons une émission aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Béraud. Alors nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Guerre de classe. Donc avant de vous présenter Sébastien Béraud, je vais rapidement dire un mot sur qui nous sommes. Nous sommes un groupe de critiques de l'économie, un groupe de critiques radicales du mode de production capitaliste de sa naissance. Donc on part du néolithique avec les communautés de l'être localistes qui produisent directement pour les besoins humains et qui se mettent à passer par l'échange. Donc c'est ça le point de départ. L'échange qui va devenir la valeur d'échange, qui va devenir l'argent, qui va créer cette société de l'avoir dans laquelle nous sommes. Donc nous, Guerre de classe, nous avons conscience, dans la continuité des groupes radicaux, des déterminations de la naissance, du déploiement, mais aussi de la nécrologie, c'est-à-dire de la mort à venir du mode de production capitaliste qui nous ouvre les portes de la communauté humaine, de l'être universel. Donc, qui nous sommes? Et nous sommes cette passerelle entre la communauté humaine localiste, étriquée, et notre destination, la communauté humaine de l'être universel. Nous sommes dans cette passerelle, nous sommes donc un groupe communiste au sens premier, profond et authentique du terme, au sens de la communion des êtres humains, parce que nous sommes des êtres communautaires. Cela n'a donc rien à voir avec ce que le capital dit, parce que le capital renverse tout. Cela n'a rien à voir avec le capitalisme d'État qui porte le nom du communisme, qui est le capitalisme d'État bolchevique, staliniste, maoïste, trotskiste, tout ce que vous voulez. Donc voilà pour cette petite précision. Je vous donne la parole, Sébastien Béraud, pour vous présenter brièvement. Juste avant, je précise que c'est la première fois qu'on se rencontre, qu'on s'est eu, parce que vous êtes très pris, très brièvement, 2-3 minutes au téléphone. Nous aurons forcément des désaccords, mais nous partageons l'envie d'avancer et l'envie du vrai. Le vrai, c'est ce qui se vérifie contradictoirement. Donc, dans la fraternité des échanges, allons-y, je vous donne la parole. Vous vous présentez brièvement et après, on y va. Donc, merci de me recevoir. Donc, Béraud Sébastien, je suis éleveur en Haute-Loire, à côté du Puy-en-Velay, entre Saint-Étienne et Clermont. Nous sommes en société avec mon fils et un autre associé. Nous élevons des vaches laitières et des vaches à viande sur 180 hectares. Donc, depuis tout le temps, je me bats contre le système et plus précisément depuis 2-3 mois que je suis monté sur TikTok et que j'ai fait quelques vidéos et que je suis monté à Paris et que je suis allé sur CNews et j'ai fait pas mal de médias indépendants. Donc, je suis asyndiqué, apolitique. Donc, il faut pas qu'on vienne me faire chier avec la politique en voulant me mettre sur une liste européenne, c'est niette. J'ai refusé cette liste. Donc, je suis en train de créer un mouvement indépendant des agriculteurs pour essayer de foutre en l'air la FNSEA, je peux pas le dire. J'ai mis la barotte, mais j'ai eu une altercation assez brûlante avec Rousseau. Je lui ai tenu tête, il m'a pas fait peur. Voilà, donc il y a du boulot sur la planche. On est à un tournant de notre civilisation. On n'a pas droit à l'erreur. Si on veut que demain, les Français continuent de manger français, on doit vraiment foutre en l'air ce système et sortir de l'Europe. On doit retrouver notre France et notre agriculture paysanne et sortir de l'agroalimentaire et de ce système industriel qui tue nos paysans les uns après les autres parce que les accords de libre-échange font que, ils nous font disparaître à petit feu. On est passé de 4 millions de paysans dans les années 60 à peine 400 000 aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'être 150 000 à 200 000 dans 10 ans. Donc, la saignée va être encore rude. Donc, il faut qu'on combatte ce système. Et de tout temps, les agriculteurs, les paysans, ils ont été le fer de lance des révolutions et du changement de société. Donc, j'espère qu'avec mon mouvement, on va faire bouger les lignes et qu'on va réussir ce qu'aucun syndicat et aucun parti politique n'a été capable de faire ces 30 dernières années. Et puis voilà. Et donc, si on fait, parce que on vous a découvert avec ce mouvement qui a émergé il y a 2-3 mois maintenant, est-ce que vous pourriez nous faire, pour vous, un petit bilan, on parlera ensuite des perspectives, mais un bilan de ce qui s'est passé jusqu'au salon et maintenant il se passe encore certaines choses, même si c'est moins médiatique. Et puis on posera ensuite
On posera peut-être ensuite notre bilan. On verra éventuellement ce qui nous oppose. Puis on passera aux perspectives ensuite, si vous voulez. Eh ben, le mouvement a débuté en novembre-décembre quand la FNSEA a lancé des petites hostilités avec le syndicat des jeunes agriculteurs en tournant à l'envers les panneaux d'entrée de ville. Voilà, moi j'ai dit que c'était juste, ça servait à rien. Mais enfin, basta, ils l'ont fait. Et moi, après le 2 janvier, je leur ai mis les points sur les i. Je leur ai dit que si on voulait obtenir quelque chose, eh bien, il fallait sortir des syndicats. Donc après, ça a été un peu la guerre entre la coordination rurale qui faisait des actions un peu mieux virulentes dans le Lot-et-Garonne, là-bas dans le sud-ouest. Après, il y a eu un bras de fer avec la FNSEA qui a fait des actions aussi. Donc tout ça, il faut savoir que c'est celui qui montre plus de muscles parce qu'on est en année préélective, c'est-à-dire qu'il y a les élections en chambre d'agriculture en janvier prochain pour donner l'attribution aux syndicats majoritaires au travers des élections de tous les agriculteurs de France. Donc, moi, je les pique un peu au cul avec tous les agriculteurs indépendants parce qu'on a infiltré ces mouvements. On leur a dit qu'il fallait continuer, qu'il fallait pas lâcher. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de syndiqués de la FNSEA qui sont venus grossir nos rangs, qui ont compris que en fait, Rousseau, le président de la FNSEA, c'était lui qui avait foutu le feu aux poudres parce que le mouvement, il est parti surtout d'une hausse des carburants, comme souvent. Début janvier, il y avait une taxe qui devait se mettre en place sur le GNR, c'est-à-dire que pour l'instant, on paye du GNR à 1,30 € à peu près, sachant que 2 ans en arrière, il était qu'à 70 centimes. Donc déjà, on a multiplié par deux. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont décidé avec Bercy, donc la FNSEA, surtout Rousseau, de nous le faire passer à 2 € d'ici 2 ans. Et, euh, et donc, moi, quand j'ai levé le lièvre et que j'ai dit que c'était Rousseau qui avait fait ça dans notre dos, parce que qu'est-ce qu'il veut, Rousseau? Rousseau, il est président d'une grosse multinationale qui s'appelle Avril. Et Avril, pour remplir ses caisses, il les remplit surtout avec des biocarburants. Donc, quoi de mieux que de faire augmenter le prix du GNR en contrepartie, il demandait ce qu'il y ait beaucoup plus de biocarburants dans ce GNR. Donc, il faisait tiroir-caisse. Et donc, après, les syndiqués de la FNSEA, ils se sont réveillés un petit peu et ils ont dit que c'était pas possible. Ils se sont retournés contre leur patron. Et donc, cette taxe a été supprimée. Sauf qu'au final, eh ben, le GNR est toujours aussi cher, donc on pense qu'il se fout de nos gueules. Et puis après, j'aurais balancé par la gueule que c'était la FNSEA qui signait les accords de libre-échange avec le COPA-COGECA. C'est le syndicat européen qui rassemble toutes les FNSEA de tous les pays européens. Donc on est truandé à chaque fois par notre propre syndicat, par nos pseudo-syndicalistes en col blanc qui roulent mieux pour l'agroalimentaire que pour défendre les paysans. Donc à force de faire des vidéos, à force de mettre des coups de butoir, eh ben, les paysans, ils se sont réveillés, ils ont dit non, on lâche pas, on continue, on continue. Et dernièrement, eh ben, ça s'est un peu tassé, parce qu'il y a du boulot dans les exploitations, parce que Macron, il a fait croire à tout le monde qu'il allait sortir du chapeau des mesures, mais on sait très bien qu'il va rien sortir du tout, puisqu'il préfère me donner de l'argent en Ukraine que ses propres paysans. Donc le mouvement, je suis sûr qu'il va repartir, qu'il va se durcir. Et comme je l'ai toujours dit, toutes les planètes sont alignées parce qu'on a les élections européennes en juin, donc on peut mettre la pression. On a les Jeux Olympiques cet été, donc on peut mettre la pression. Voilà, on a usé notre premier joker, c'était le salon d'agriculture. Moi, j'avais demandé ce qu'il n'ait pas lieu ou s'il avait lieu qu'on foute Macron dehors. Mais vu que Macron, il avait privatisé le salon d'agriculture avec 5000 CRS, et il a empêché que les agriculteurs rentrent dans le salon toute la journée. Voilà, mis à part une petite centaine dont j'en faisais partie, qu'on est arrivé à rentrer en force le matin de bonne heure. Donc, il faut savoir que la FNSEA roule à 100% avec le gouvernement, puisque, puisque la FNSEA est payée par le gouvernement, et c'est 12-13 millions d'euros chaque année qui tombent dans ses caisses, donc ils vont pas cracher sur celui qui le paye. Voilà, en quelque sorte, c'est ce qui s'est passé. Donc pour poursuivre et pour revenir à là où vous avez terminé, je vais juste repartir d'un peu plus loin en arrière et rapidement revenir à l'actualité. Mais vous avez dit quelque chose de majeur quand vous êtes présenté. Vous avez dit que de tout temps, il y avait des mouvements paysans qui avaient été dans les premiers tumultes des manifestations des êtres humains, du mécontentement des humains. Et donc ça, c'est très vrai. Donc il y a eu guerre de paysans, tout un tas de tumultes paysans, notamment dans toute l'Europe. Il y a cette spécificité de la révolution de 1789
où avant il y avait les communaux, c'est-à-dire l'utilisation commune de la terre. À partir de 1789, on va attacher le paysan à la terre, et de là il y a une aliénation. Alors c'est pas péjoratif, mais le paysan historiquement depuis 1789 s'est senti un peu en dehors du prolétariat, en dehors du sort et du mouvement de l'économie, parce qu'il se sentait propriétaire de quelque chose. Et aujourd'hui, dans cette intensification de la crise, les paysans sont en train de se rendre compte qu'ils sont prolétarisés dans le sens qu'ils ne possèdent rien et que tout peut leur être très vite enlevé et que, et ça je sais que vous le savez en partie, mais qu'il y a dans cette crise entre notamment la mondialité américaine et européenne et française, il y a une volonté de destruction de l'agriculture française. Alors je sais que je vous apprends rien, mais c'est programmé, ça fait un moment qu'on le dit. C'est pour ça qu'il y a des normes spécifiquement désavantageuses pour la France au niveau agricole. C'est pour ça qu'on investit massivement dans l'immigration. Les banques américaines investissent massivement dans l'immigration en Europe et spécifiquement en France. Et pour en revenir à aujourd'hui, et pour commencer à parler de nos divergences, dans les mouvements, nous, si on vient vous voir et qu'on est content de vous recevoir, c'est qu'on va au contact, on est dans la transmission. On a été pour l'explosion des taux d'intérêt négatifs avec les Gilets jaunes en 2018, pour l'escroquerie de la mythologie coronavirale dans les manifestations du pass sanitaire. Au passage, j'ai vu en vous écoutant, que votre femme n'avait pas été soutenue par un autre syndicat, mais tous les syndicats, par essence, s'expriment comme ça, ils ne défendent pas. C'est un appendice du capital. Et pour en arriver à aujourd'hui, que ce soit la FNSEA, donc de plus en plus de gens vont comprendre ce qu'il y a derrière tous les syndicats, mais le syndicat, par essence, est une structure d'oppression. Et pour en venir aux premières divergences, si vous voulez, nous, on sent votre instinct, votre manifestation, mais il n'y a pas la dénonciation de ce qui a engendré tout ça. C'est-à-dire qu'on peut remonter les syndicats, on peut parler de la franc-maçonnerie, de Davos, de tout un tas de choses, mais est-ce que vous entrevoyez ce qui a généré tout ça, à savoir le monde de l'argent et toutes ses conséquences? Parce que dans le mouvement que vous allez faire, historiquement, ça s'est déjà produit plein de fois. L'histoire a déjà tranché, si vous voulez, tout ça. Donc, est-ce que par rapport à ça, est-ce que vous avez un peu conscience de ça, ou vous pensez vraiment qu'il suffirait de sortir de l'Europe pour se mettre en dehors du monde de l'économie? Mais je suis bien conscient que la franc-maçonnerie, je suis quasiment sûr que Rousseau est franc-maçon. Pour en arriver là où il en est arrivé, il faut passer par la franc-maçonnerie. Je suis bien conscient que Davos, avec Soros, Harari et compagnie, eh ben, ils gèrent le monde et ils veulent faire disparaître l'agriculture française et européenne. Et ça, j'en suis totalement conscient. Voilà. Mais voilà, si on fait rien, eh ben, moi je suis pas du principe à rien faire. On a l'honneur de nos anciens à défendre. Et moi, je suis sûr et certain qu'il faut sortir de l'Europe, qu'il faut retrouver notre France d'avant. Du moins, on va pas retravailler avec les bœufs, mais qu'il faut retrouver notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté financière, notre souveraineté économique. Parce que le jour où on va partir en live et qu'on n'aura rien plus sur notre territoire, il faut savoir que l'agriculture, c'est le dernier pan d'économie à faire tomber. Donc, je sais qu'ils s'y prennent très bien, ils sont très bien armés, mais l'avantage, c'est que nous, les paysans, on nourrit les Français. Il suffirait juste que les consommateurs se mettent avec les paysans pour faire chavirer le navire. On sait très bien qu'ils veulent créer la famine, qu'ils veulent nous faire battre entre nous. Ils se servent de l'immigration, ils se servent de beaucoup de choses, mais moi, je pense qu'on peut être plus fort qu'eux parce qu'on est le nombre et eux, ils sont une poignée d'oligarques, une poignée de francs-maçons, une poignée de sionistes, même, je dirais. Voilà, moi, tout ce que vous dites, je le sais très bien, je suis très éveillé. Et les agriculteurs, en général, on est très, très éveillés, surtout les non-syndiqués. On regarde pas la télé, ça fait longtemps. Voilà, on est sur Telegram, on est sur tous les réseaux qui existent. Et d'ailleurs, on prêche la bonne parole pour éveiller nos concitoyens. On a bien compris l'arnaque du Covid. On a bien compris qu'une fois que le Covid était fini, il y avait eu la guerre en Ukraine. Une fois que la guerre en Ukraine était presque finie, il y a eu la guerre en Palestine. On sait très bien que tout est manœuvré par une poignée de bonhommes, c'est-à-dire les Américains et les nazis américains et les sionistes d'Israël. Voilà, tout ça, j'en suis conscient. J'en parle rarement dans mes vidéos parce qu'il faut que je monte crescendo.
je peux pas tout balancer du premier jour parce qu'ils vont dire, lui, c'est un Uberlu, il faut lui faire fermer son TikTok. Donc hier, j'ai fait une vidéo qui a claqué 100 000 vues hier soir. Là, ce soir, ils l'ont fait sauter. Donc il y a des choses qu'on peut dire sans être trop dit. Voilà, moi, quand je parle de la Russie, je préfère mieux parler qui savent bien jouer aux échecs et que voilà. Et moi, je parle des autres qui savent jouer à la belote. Voilà, il faut trouver des combines. Mais tout ça, j'en suis convaincu. Hein, il y a des grosses manipulations et, euh, et les agriculteurs, on est conscient de ce qu'ils veulent faire de nous. Là, on est dans le couloir de l'abattoir. On peut plus faire marche arrière, mais ils nous ont pas encore tués. Il va falloir qu'ils s'y prennent autrement, je pense. Je vais essayer de prolonger ce que disait Maurice. En effet, il y a plein de gens, et sans aucun doute chez les paysans également, mais chez les prolétaires en général, il faudra qu'on parle de classe, etc. Il y a plein de gens qui comprennent certaines choses via l'accès Internet, etc., et qui vont chercher et qui voient tout ce dont vous avez parlé là. Nous, ce qu'on essaie d'apporter au débat, et quand je dis nous, c'est pas nous individuellement, on essaie de porter une position qui n'est pas un avis personnel, mais qui est une position radicale d'héritage des luttes de long terme, à la fois paysannes et ouvrières. Maurice a une ascendance paysanne. Moi, vous me direz qu'on a tous une ascendance paysanne à un certain degré. Donc, moi, je l'ai forcément à un certain degré, mais pas immédiat. Maurice, ses parents étaient paysans. Mais nous, on essaie de comprendre qu'est-ce qui produit ces actions des hommes dont vous parliez tout à l'heure. Par exemple, on ne désigne jamais Rousseau, comme on ne désigne jamais Martinez avant la CGT, etc. Pourquoi? Parce que ces individus n'ont aucun intérêt en tant que tels. Ces individus sont là pour assumer les nécessités d'une classe, les intérêts d'une classe. Si Rousseau s'en va demain parce qu'il est cramé par cette crise, quelqu'un d'autre, bien habillé, propre et pur pour le moment, apparemment, viendra se mettre à la place qui est nécessaire au sommet de la FNSEA. Ce qui est intéressant, c'est que les groupes radicaux dont on est héritier ont tranché la question du syndicalisme depuis 120 ans. Avant même que le syndicalisme s'organise avec la charte d'Amiens en 1906, etc., il y avait déjà des groupes radicaux qui comprenaient que qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? C'est un rouage, c'est une huile dans les rouages qui permet de faire en sorte d'apaiser les frottements et les luttes qui se transforment en guerre entre le haut et le bas. Le syndicat, il est par définition une excroissance des gens d'en haut pour calmer les gens d'en bas, y compris quand ils donnent l'air de se radicaliser. Quand un syndicat porte un discours plus radical qu'un autre, c'est simplement parce que des luttes pratiques d'en bas sont en train de se radicaliser et qu'il est nécessaire pour les contenir de se mettre à parler de façon plus rude. Et ça a toujours été le cas depuis que le syndicat existe. Le syndicat a toujours été une organisation de cassage des luttes. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est pas les personnes, c'est les organisations. Et alors après, la politique. La politique, c'est exactement la même chose. Plein de politiques se sont intéressés, voyant que vous aviez et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est permis de vous contacter, parce qu'on sentait chez vous un au-delà par rapport au discours moyen, même des plus critiques. Mais vous parlez de l'Europe, par exemple. Il y a un désir, comme vous vivez dans votre chair, comme vos collègues, la dégradation et même l'horreur terrible de plus en plus avec les suicides qui avancent et qui avancent et qui avancent d'année en année, vous regardez derrière, vous parlez de l'héritage de vos parents, de vos grands-parents, et vous, en comparant, vous vous dites que c'était plus humain. Plus humain. Mais cette dégradation, par exemple, vous parlez de la chute du nombre d'exploitations qui s'est accélérée colossalement, mais cette chute des exploitations n'a pas commencé avec l'Europe. Nous sommes contre l'Europe parce que nous savons que l'Europe, c'est l'Europe des États-Unis telle qu'elle a été faite pour les États-Unis par Jean Monnet, etc. Mais nous ne nous battons pas pour sortir de l'Europe.
Parce que sortir de l'Europe ne change rien au fait que, et c'est ça qui est essentiel à comprendre et que personne ne dit, c'est qu'on vit une crise, on vit la crise spécifique. Le capital a connu des tas de crises, mais on vit une crise très spécifique qui est la crise terminale du capital. On pourra peut-être parler de pourquoi et comment. Et c'est cette crise-là qui a nécessité, avant même que l'Europe, avant Maastricht, etc., c'est cette crise-là qui nécessite l'industrialisation accélérée de l'agriculture et que donc il fallait dégager, exactement comme ça s'est passé pour les prolétaires dans les usines, il fallait machiniser pour rentabiliser et dégager les humains excédents non nécessaires pour le système. Et donc, pour nous, et c'est pas pour nous, je le répète d'un point de vue individuel, mais c'est pour nous d'un point de vue de la trajectoire historique des gens qui veulent se battre pour retrouver une vie humaine, c'est la vie humaine totale contre le monde de la marchandise. Nous ne voulons pas contre la marchandise européenne, on ne veut pas un monde de la marchandise française. Ce sera un monde tout aussi pourri. Donc, c'est forcément dans cette trajectoire crisique qui ira au bout d'elle-même, c'est abolition de l'argent, des échanges et retour à une terre communautaire humaine qui se relocalisera toute seule, tout naturellement, où économie, politique, État, crise sans fin et dégénérescence généralisée pour tout le monde. Et ce qui est difficile à... Alors, les gens, ils voient ça comme quelque chose d'utopique parce que ça leur paraît lointain et qu'on est tous nés, nos parents sont tous nés, nos arrière-grands-parents sont tous nés dans le monde de l'argent. Donc, c'est en nous à un point tel qu'on s'imagine que faire quelque chose, c'est essayer de faire quelque chose dans ce cadre. Mais il faut essayer de voir tous ceux qui sont passés avant nous, qui ont plein de gens ont essayé de faire des choses dans ce cadre-là, justement, et le rouleau compresseur avance. Quels que soient les gens, que ces gens s'appellent Rousseau, qui s'appellent Bill Gates, qui s'appellent Netanyahou, qui s'appellent Biden, qui s'appellent Trump, qui s'appellent Poutine, les gens passent, mais le rouleau compresseur de l'histoire avance, et le plus important, c'est ça, parce que personne ne parle de ça. Les gens pensent que, et par exemple les paysans, la plupart des paysans, comme ils voient ce qu'il se passe avec l'Europe, dans leur rapport immédiat à l'Europe, ils veulent tout naturellement sortir, mais ils ne voient pas ce qui a amené tout ça, et qui fait que même s'ils en sortent, la France qui redeviendrait, l'agriculture française qui redeviendrait purement française, continuerait à être prise dans le marché mondial en crise, elle continuerait à devoir rester ultra compétitive face aux autres qui deviendront eux-mêmes de plus en plus compétitifs, et au lieu d'avoir une agriculture de merde européenne, on aura de plus en plus une agriculture de merde franco-française. La seule façon de retrouver notre riche terroir de saveurs français, c'est pas de récupérer une souveraineté qui n'existe pas, qui n'a jamais existé d'ailleurs. Les paysans, pas plus que les prolétaires, personne n'a jamais été souverain. Le but, c'est pas de récupérer une souveraineté. Pour nous, je vais vous laisser la parole parce que je parle depuis un moment, le but, c'est pas de récupérer la souveraineté. Le but pour nous, c'est d'abolir toutes les souverainetés qui sont toujours des souverainetés de la valeur d'échange et de l'argent, comme l'a dit Maurice. Et que si on fait pas ça, on est condamné dans l'Europe, on est condamné en dehors de l'Europe, on est condamné dans toutes les possibilités géopolitiques, alliance avec les États-Unis, non, alliance avec la Russie. Dans tous les cas, tout le monde est condamné à sombrer dans la crise terminale du capital. Et ce qu'il faut anticiper, c'est l'après. Alors, je m'arrête parce que j'ai beaucoup parlé. Pardon. Non, mais ce que vous dites sur le plus grand conseil, vous nous entendez? Ça coupe votre voix. Ah bon? Putain, j'ai pas bougé. Hein. Vous m'entendez? C'est parce que vous buvez un digestif en même temps ou qu'est-ce qui se passe? Ah non. Bon. Vous avez le droit. Hein. Ah non, moi je bois pas une goutte d'alcool, je bois jamais d'alcool. Oh là là là. Oh, un paysan qui boit même pas de vin. Ah, jamais. Quelle honte. Vous voulez tuer la viticulture française? Non, mais moi je bois du lait, c'est meilleur. Oh. Non, bon, mais on vous laisse poursuivre parce que là ça va mal se terminer si on reste sur ce thème-là. non, mais ce que vous dites, moi je suis d'accord avec. Hein. Sortir de la financiarisation, sortir du système financier, de la bourse, c'est ce que je dis. De toute façon, on voulait sauver l'agriculture, il faudrait sortir l'agriculture de la bourse. Ça serait déjà pas mal. Après, pour mettre en place votre système, je suppose qu'il faut une révolution, où il faut un tremblement de terre, où il faut que les frigos soient vides et qu'on reparte de zéro. Et
pour abolir tout 200 ans d'existence de la financiarisation, de tout ce qu'il y a. Repartir de zéro sur une feuille blanche. Maintenant, moi, je suis prêt et je doute que les Français soient prêts. Tant que le frigo est vide, tant qu'ils ont les loisirs à gogo, tant qu'ils n'ont plus besoin de travailler la terre pour se nourrir par eux-mêmes, moi, je doute qu'on y arrive. Tant qu'ils sont entassés les uns sur les autres dans les villes, quand je vois Paris avec 15 millions d'habitants, ça, c'était la dernière des conneries, ils sont dans une prison en ciel ouvert, le retour aux sources, le retour à la terre, et moi, ça ne me dérangerait pas, il n'y ait plus d'argent. Si tout le monde revient dans la campagne et qu'on vive comme avant, moi, ça m'irait très bien. J'ai pas besoin d'avoir 180 hectares pour vivre. Avec 2 hectares de terre, de culture, de maraîchage, et qu'on échange, qu'on vive en face du troc, sans s'occuper de la finance, tout ça, moi, ça serait le meilleur des mondes. Et je me rappelle, il y a 40 ans, comment ça se passait. Sauf que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait plus d'humanisation. Il y avait de l'entraide, mais c'était plus physique. Est-ce que les gens aujourd'hui, ils sont prêts à revenir au physique et à laisser tomber leur portefeuille? Je doute, parce que la preuve en est, c'est que même ceux qui travaillent dans les bureaux, qui vivent beaucoup de la finance, les soirs pour se défouler, ils vont pas faire un jardin, ils vont aller dans une salle de sport. Donc, pour changer tout ce système, il y a du boulot. Après, vous avez employé le mot de révolution, donc bien évidemment que ça passera par cela. Maintenant, justement, dans la continuité de la transmission de tous les groupes radicaux à la suite du groupe Marx et Engels, on sait que la révolution, elle va pas être le fruit de nos cerveaux. Il y a une matérialité, il y a un déterminisme, il y a une loi de la valeur. On va pas, on a peu de temps et on a dit que vous alliez parler plus que nous, donc on va faire très court. Mais il y a une loi de la valeur où il y a une contradiction à l'intérieur. Et ce qui s'est passé en 2018 a déjà été décrit, prévu par les groupes radicaux, à savoir l'apparition des taux d'intérêt négatifs. Et nous sommes rentrés dans une phase où la valeur d'échange magnifiée dans le dollar, qui est le tout du monde, va s'écrouler. C'est d'ailleurs pour ça que l'Amérique, qui veut tuer l'Europe, mais pas tuer l'Europe à coups de bombe, elle veut tuer la production européenne, mais faire d'Europe des consommateurs. Mais c'est parce qu'il y a une crise. Et les gens qui organisent cette crise, parce que Davos, parce que Bill Gates, parce que tout ça, ça existe, mais ça n'a aucune autonomie. Ils ne font que faire ce qui leur semble le mieux pour le profit, mais c'est le profit qui les commande. C'est pas les financiers qui font la finance, c'est la finance qui fait les financiers. Et c'est dur à saisir. Et on va pas faire marteler ça, mais vous avez dit que vous y étiez bien pour ne plus vouloir d'argent. Alors, ça sera pas une volonté, ça sera une nécessité. Mais vous avez parlé du troc, et ça, le troc, c'est le départ de l'argent, c'est le début de l'échange. Et dans l'échange, quand on échange, on échange à condition qu'il y ait une égalité quantitative, même si on ne le sait pas, il y a une égalité. C'est pas produire ensemble. Et ça, c'est totalement différent. Et j'insiste sur ce qu'a dit Michel. Je ne vais pas développer, mais tout ça, ça paraît une utopie. Mais nous, et c'est pour ça qu'on est content que vous nous accordiez cet entretien, parce que on voit bien que vous avez cet instinct, cette énergie. Et il y a besoin des tripes, mais ce même instinct, sans la conscience de des déterminations de ce qui arrive, malgré toute votre énergie, votre honnêteté, votre courage, il va se perdre s'il n'y a pas la conscience qui va avec. C'est pas une critique que je fais, mais c'est vouloir pointer le fait de l'importance de prendre connaissance du mouvement de l'histoire. Bon voilà, ça fait peut-être un peu, quand on entend ça pour la première fois, je comprends que ça peut sembler pesant, mais en réalité c'est allégeant, c'est un décollement. Voilà, je vous laisse la parole. Ouais, mais qu'est-ce que vous attendez donc des paysans, de moi? Quelle est votre solution? Quel est votre monde de demain? Ça m'intéresse. Comment vous voyez l'avenir? Alors, nous, Maurice, tu voulais répondre ou... Vas-y, je compléterai. Alors, nous, on n'attend rien de personne. On a expliqué au début qu'on était apolitique. On est radicalement apolitique. Et on a dit qu'on était communiste. On est radicalement anti-léniniste, radicalement anti-stalinien, radicalement anti tous ceux qui, pour faire de la politique contre la vie humaine des gens,
se sont servis du beau mot de communisme. Donc nous, on n'attend rien des gens, on essaie de faire transmission pour leur faire anticiper des choses et gagner du temps. La lutte des paysans pour le moment, c'est la lutte des paysans. C'est pas à nous, ni à quiconque, de leur dire ce qu'ils doivent faire. Tout ce qu'on peut faire, comme on l'a fait avant, d'ailleurs je vous poserai des questions sur les gilets jaunes, comme on l'a fait avant avec les jeunes, tout ce qu'on peut faire, c'est rentrer en dialogue humain de radicalité avec les gens pendant qu'ils sont dans leur lutte, ne pas chercher à se substituer à eux, ne pas diriger quoi que ce soit, ne pas chercher, on est en dialogue et on essaie de leur pointer les impasses qui vont forcément se prendre dans la gueule. Forcément. C'est pour ça que quand on vous parle de l'Europe, on n'oppose pas on vous dit que quand on dit que l'Europe, c'est pas ça le problème, on n'en déduit pas qu'il faut y rester. Ce qu'on dit aux gens, c'est qu'il faut regarder derrière et au-dessus. Donc, après, vous me demandez quel est notre monde. Mais notre monde, c'est pour ça que Maurice, ça surprend toujours les gens. Maurice a commencé notre entretien en parlant du paléolithique. Alors, les gens, ils sont là, chacun dans son secteur. Actuellement, c'est les paysans. Alors, les paysans, c'est très spécifique parce que c'est vraiment la détresse depuis des années. Mais il y a plein de gens qui sont en difficulté de façon générale. Vous leur parlez du paléolithique, ils disent bon, vous êtes rigolo, moi il faut que je mange. Donc on n'est pas fou. On n'est pas fou. On comprend bien qu'il y a des urgences, des besoins immédiats, et on comprend bien que, on l'a dit dans l'émission précédente qu'on a fait entre nous, on comprend tout à fait que des paysans qui sont étranglés cherchent un moyen de respirer pour les 6 mois ou l'année qui vient. Tout le monde a des familles, il faut vivre, il faut survivre dans cette crise, et donc tout ça, on n'a rien contre tout ça. Mais où est-ce qu'on veut aller? Maurice parlait du paléolithique. Pourquoi il parlait du paléolithique? Parce que les humains, à cette époque-là, n'avaient pas encore été coupés de leur vie naturelle, disons, par l'échange. D'abord le troc, puis l'argent. À cette époque-là, ils ne troquaient pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a un film qui est très connu, qui s'appelle Danse avec les loups. Je ne sais pas si vous êtes passé devant une fois, mais peu importe, c'est un film des années 90 où on voit par-delà l'histoire d'amour, etc. On voit comment vivaient les Indiens avant. Et ils ne troquent pas entre eux. Ils chassent le bison ensemble et ils partagent. Il y a des meilleurs chasseurs que d'autres. Il y a peut-être même quelqu'un qui va en tuer 2 pendant que l'autre ne va en tuer aucun. Mais ils ne tiennent aucun compte de ça. Ils vont partager ensemble le fruit de leur chasse. Il n'y a pas d'échange. Après, il y a l'histoire de l'échange. Alors, l'Antiquité avec l'esclavage, le monde féodal avec le servage, et puis le capitalisme avec le salariat. Bon. C'est des façons différentes dans l'histoire d'exploiter le travail des hommes. Quand on sortira de tout ça, et nous, c'est pas ce qu'on défend. On défend ça, mais on sait que ça va arriver pour des raisons logiques. Là, ce serait peut-être long à expliquer, mais on invite les gens à aller voir notre site, etc. Il y a tout un tas d'émissions là-dessus. À la fin, on retrouvera le début, mais universalisé. Donc, les humains produiront ensemble leur reproduction de vie humaine, l'alimentation, la boisson, l'habitat, etc., etc. Mais on va pas retourner avec, comme des fois on nous dit ça, pour les gens jouent les naïfs, on va pas retourner en arrière à se peinturer le visage avec les arcs et les tipis. Ils avaient ça parce que c'était leur moyen technique de l'époque. Nous, on a les moyens techniques qu'on a hérités de toute cette histoire. Et on va garder ce qu'on veut garder. Nous, les humains, ensemble. On décidera des coques d'iPhone peinturlurées, on en aura sans doute rien à foutre. Par contre, le moteur thermique, il nous sera sans doute utile, donc on le gardera. Mais on le réaffectera à des besoins humains. La clé, c'est de comprendre que nos vies sont captées par l'échange, ce qui fait qu'on est obligé de satisfaire des besoins solvables pour le marché et tirer du marché notre subsistance. La seule émancipation, et c'est ça qu'il faut anticiper, et ça ne peut pas, on en parlera après, mais je vais laisser la parole, ça ne peut pas arriver n'importe quand on claque des doigts et qu'on le veut, mais la seule émancipation, c'est abolir le besoin solvable pour revenir aux besoins humains, et c'est en ça qu'à la fin sera comme le début.
le début, les Sioux, les Indiens, chassaient pour leurs besoins humains. Et quand ils avaient assez à manger, ils ne s'amusaient pas à massacrer tout le troupeau. Parce qu'il y avait un respect de la nature. On ne prend sur la nature que ce dont on a besoin pour perdurer, dans le respect de la nature. Vous connaissez ça mieux que moi, vous vivez dans la nature. Mais à la fin, on gardera ça. C'est-à-dire, on retrouvera ça. Tous nos actes seront tendus vers la satisfaction de nos besoins humains. Et les gens qui nous écoutent, si je leur demande à quel moment de la journée ils satisfont un besoin, non pas un désir que le système leur a mis dans le corps, mais à quel moment de la journée ils satisfont un vrai besoin humain, authentiquement humain. Et c'est ça qui compte. Et vous parlez de système, le communisme, puisqu'on a utilisé le mot, le communisme, c'est tout sauf un système. Et Marx le disait déjà au XIXe siècle. On lui a fait dire n'importe quoi, mais il suffit de le lire. C'est pas un système politique, le communisme. C'est ce qu'il va découler de l'effondrement du système qui nous dépasse et qui nous écrase et qui s'impose à nous. Et c'est le retour à la naturalité humaine. Il appelle ça le naturalisme achevé. Sous-entendu, tout au début de l'histoire, avant l'histoire au Paléolithique, il y avait un naturalisme, mais qui était inachevé parce que les gens vivaient en communauté restreinte. Quand un groupe d'Indiens rencontrait un autre, il pouvait y avoir conflit. Et l'intérêt de l'histoire, d'une certaine façon, c'est qu'elle a universalisé l'aliénation, la séparation, dans l'argent et dans l'échange, et qu'à la fin, on se retrouvera dans la lutte de tous les prolétaires du monde contre tous les capitalistes du monde, et que tout ça se fera universellement. Bon, je laisse la parole. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, et peut-être que je peux vous en poser une. On a souvent entendu, de ce qu'on a vu, parce qu'il y avait des blocages sur les autoroutes, etc. Pas tous, hein, on en a entendu quelques-uns, un certain nombre de paysans qui avaient un rejet presque épidermique des gilets jaunes. Ils avaient besoin de dire, on n'est surtout pas ça, nous. Et donc, ma question, ce serait, quelle est votre position par rapport aux gilets jaunes? Est-ce que vous faites un lien entre ce qu'ont vécu les gilets jaunes et ce que vous vivez? Voilà. Donc, moi, je trouve que votre discours, il est très démagogique. Enfin, vous êtes jeune, j'espère que vous allez venir très, très vieux pour arriver à mettre en place votre, je sais pas comment on peut dire ça, votre idéal de revenir au monde animaliste, si j'ai bien compris. Moi, c'est ce que je dis souvent, je suis très bien au milieu de mes vaches parce qu'il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème d'ego. Et le monde dans lequel je vis en tant qu'être humain, surtout en étant paysan, il me va pas. Donc vous, votre monde que vous aimeriez être, je trouve, ce serait l'idéal. Mais en rêve, seulement en rêve. Après, moi, j'ai été gilet jaune. Et je pense que j'ai été l'un des premiers gilets jaunes parce qu'il y a longtemps que je savais pas que j'étais un gilet jaune, mais je l'étais en fait. Parce que j'ai créé la grève du lait indépendant en 2008. Donc, on avait jeté du lait énormément pour faire plier l'industrie agroalimentaire, la FNSEA. On n'y était pas arrivé. Après, j'ai monté des listes citoyennes contre la FNSEA. J'ai monté 2 listes citoyennes dans ma commune contre un maire sénateur. Et bien entendu, quand est arrivé les gilets jaunes, j'ai été gilet jaune. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une préfecture qui est partie en feu. Oui. C'est chez moi, en Haute-Loire, au Puy-en-Velay. Et ce jour-là, c'est moi qui avais organisé la manif et j'avais réuni 50 tracteurs. Donc, sans étiquette syndicale, sans rien. Ne vous dites pas que vous avez mis le feu parce qu'il y a les flics qui nous écoutent. Ils vont vous emmerder. Non, j'ai pas mis le feu, même j'en avais honte que ma préfecture brûlait. Mais voilà, après, avec du recul, je me suis rendu compte qu'il l'avait bien cherché et que si et que ça. Et puis, de toute façon, c'était une volonté politique que la préfecture brûle parce qu'on pourrait y travailler 1 heure pour que je vous explique pourquoi la préfecture a brûlé. C'est un autre débat. Donc, bien entendu, que mon mouvement d'indépendants, agriculteurs indépendants, pour moi, c'est le même mouvement que les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils étaient indépendants, ils n'étaient pas politisés, pas syndiqués au départ. Hein. Après, on voit qu'on a vu comment ça s'est terminé. Et moi, mon mouvement, c'est pareil, c'est être un mouvement qui soit intouchable parce qu'on est indépendant et on n'est pas financé. Tout à l'heure, quand vous avez parlé des syndicats, bien entendu que les syndicats, ils sont faits, c'est l'opposition contrôlée pour avoir la paix sociale. C'est ça, un syndicat. Moi, justement, j'en ai rien à foutre de la paix sociale. J'en ai rien à foutre du financement. On peut faire autrement. Et bien entendu que notre mouvement,
il est d'abord, moi, il y a beaucoup de gilets jaunes qui vont venir. Je crée un événement là en Haute-Loire. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui vont me rejoindre. Après, tout à l'heure, on m'avait posé la question pourquoi les agriculteurs rejetaient les gilets jaunes. Pour la simple et bonne raison, c'est les agriculteurs qui étaient FNSEA, où ils avaient le mot d'ordre qu'il fallait absolument pas que les gilets jaunes viennent se greffer. Même moi qui suis allé sur une manifestation de la FNSEA où ils tiraient des feux d'artifice, c'était juste énorme. Et j'avais pas compris, c'était parce que Rousseau l'est arrivé. Et c'est là où j'ai pu le choper. Il est arrivé 5 minutes après. Et donc ils m'ont dit, t'as rien à faire là. Et il y en a qui m'avaient reconnu, des gars de la FNSEA dans mes vidéos. Ils m'ont dit, si, il faut qu'il reste là. Il parle bien, tout. Il nous défend. Donc c'était un peu la guerre. Et ils m'ont dit, ouais, mais nous, pour rester là, il faut qu'on signe une charte. Je dis, vous n'allez pas me demander de signer une charte, alors que demain matin, vous levez le camp. Donc, ils avaient une charte, et c'était un accord entre la FNSEA et le gouvernement qu'il fallait signer une charte pour rester sur place, et qu'il fallait surtout pas accepter les gilets jaunes parce qu'ils voulaient pas que le mouvement, il devienne, qui touche toute la société et que ça finisse comme les gilets jaunes, que tous les corps de métier se sentent concernés et qu'ils rejoignent les paysans. Il fallait surtout pas que ça se fasse avec la FNSEA. Alors que moi, je suis allé, quand j'étais sur Paris, j'avais fait un peu toutes les manifs, et j'étais allé sur le pont de la Loire où la coordination rurale était bloquée, et là, bien entendu, il y avait toute la population avec. Ben, c'est un syndicat quand même, mais c'est pas le syndicat de l'agroalimentaire et du business, c'est le syndicat des descendants, des paysans, du peuple. Voilà, c'est là la différence. Mais ils avaient tout prévu. Ils savaient que ça allait mal se terminer. Encore, je trouve que ça s'est très très bien terminé pour Macron. Ils avaient que peur que le mouvement il parte au niveau de la société civile. Voilà. Pour rebondir sur, vous avez dit qu'on avait une vision ou un discours démagogique. Je pense, je sais pas si vous voulez dire démagogique ou utopique. Peut-être plus utopique peut-être parce que c'est le reproche qui nous fait. Et Michel avait bien insisté sur le fait que l'utopie, c'est de croire qu'il puisse y avoir de l'humanité avec le monde de l'argent. Vous dites que quand vous êtes chez vous, vous êtes bien avec vos vaches et qu'il n'y a pas d'argent. L'argent est partout. Les lunettes, tout ce que produit l'homme passe par la médiation de l'échange. L'argent est partout et c'est la grosse difficulté. Et on va pas marteler ça toute l'émission, mais la grosse difficulté, c'est par-delà toutes les dénonciations des voiles, des cercles de pouvoir, de tout ce qui peut faire le monde de l'argent, c'est de voir le point de départ de l'argent, ce que c'est réellement et que ça part de l'échange. Mais l'argent est partout. L'argent colonise nos émotions. S'il y a de plus en plus de transsexuels, s'il y a de plus en plus de gens qui sont perdus dans leur être, s'il y a de plus en plus de mal-être, c'est l'argent. L'argent est partout. Et nous, on va rien de vous apporter ni vous vendre, mais du fait qu'on a vu cet instinct chez vous, on ne peut pas ne pas vous dire de ne pas avoir, mettez-vous ça derrière l'oreille, le monde de l'argent et qu'il y a une loi et que ça va s'écrouler. Peut-être qu'on va pas voir la fin, mais on va en voir le début. On est rentré dans une phase critique. On va pas chercher à vous convaincre, mais l'argent est partout et le plus difficile à saisir, c'est que c'est pas l'homme qui dirige l'argent, c'est l'argent qui se plie, c'est l'homme qui se plie au monde de l'argent. Bon voilà, je voulais revenir peut-être insister, quitte à être un peu lourd sur ça, mais c'est important de le dire et c'est notre message. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, en 2018, quand on m'a dit comment il faut faire tomber le système, j'ai dit la seule solution, c'est que le monde financier s'écroule de lui-même et le monde capitaliste s'écroule. Moi, j'en rêve de ça. Nous, les paysans, on n'a que des emplois, on n'a pas d'argent placé. C'est plutôt quand vous dites ça à certaines personnes qui ont mis toutes leurs économies dans les banques, il y a 3 milliards, 300, il y a 300, merde, je me rappelle plus. 3 000 milliards, 300 millions de dettes, mais il y a 3 000 milliards, 300 millions d'argent placé. Voilà. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas et que tout parte en fumée. Mais je me rends compte que vous, là, vous avez une paire de lunettes, vous vivez dans un appart, vous avez un téléphone ou un ordinateur, vous vivez pas au milieu des bois comme des animaux sauvages à essayer de vivre de la cueillette et ramasser des champignons et faire du jardinage. C'est là que je trouve que votre discours, il est pas, je suis pas là pour vous juger, hein, mais votre discours, il n'est pas en adéquation avec votre philosophie de ce que vous souhaiteriez qui arrive une fois que le monde financier sera tombé. On est sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses, mais je trouve que vous ne mettez pas en adéquation votre vision avec votre... Je pense que vous allez faire vos courses dans des grandes surfaces,
vous avez un compte en banque, vous avez une voiture, vous devez avoir un métier pour vivre, vous vous servez de l'argent pour vivre. Vous avez une paire de lunettes, c'est pas vous qui l'avez fabriquée. Si on veut revenir, si on veut revenir à l'ancien temps, je vous garantis qu'il y a du boulot. Vous mettez souvent votre doigt sur votre cerveau. Eh ben, votre cerveau, peut-être qu'il est mieux avancé que le mien. Je dis pas le contraire. Mais il y a du boulot. Il y aura du boulot. Moi, honnêtement, je travaille la terre. C'est pas un problème. Moi, qu'il y ait une guerre mondiale, tout s'écroule, j'arriverai à manger demain. C'est à peu près sûr. Mais mettez-vous dans la tête qu'il y a des millions d'habitants qui sont les uns sur les autres. Ils auront qu'une seule chose à manger, c'est des rats. Et les rats, il n'y en aura pas pour tout le monde. Moi, je suis conscient que pour qu'on reparte de zéro, il faut que le monde financier s'écroule. Je pense qu'on n'en ait jamais été aussi proche. Je souhaite de tout cœur qu'il s'écroule. C'est pas tous les Français qui vont vous le dire parce qu'il y en a beaucoup qui y perdent. Moi, j'ai rien à y perdre, j'ai tout à y gagner. Par rapport très rapidement, par rapport à l'argent, je peux vouloir respirer un air pur, mais si l'air me bat pour un air pur, mais si l'air est pollué, je vais pas m'interdire de respirer. L'argent est partout. Je vous le dis, vous me le dites, on est d'accord, on ne peut pas échapper. C'est riche ce que vous dites parce qu'on ne peut pas être en dehors de l'argent, du monde de l'argent. Les gens qui veulent construire quelque chose en dehors et vous voulez quelque part construire vous voulez construire un mouvement, mais ce mouvement, il sera dans le monde de l'argent et au bout d'un moment, le monde de l'argent va rattraper tout ça. C'est pour ça que je vous dis, ayez derrière l'oreille le fait que c'est pas quand on va le décider, mais il y a une loi de la valeur qui fait qu'à un moment, ça va être bientôt possible. Et là, vous penserez à nous que vous avez eu la gentillesse de nous rencontrer et retenez ça, quoi. Ah, mais je suis d'accord avec vous, hein, tout à fait. Mais ce qui me déçoit, c'est que je pense que vous avez un train de vie proche du français lambda, il me semble, et que vous pourriez faire autrement pour vous préparer au monde de demain une fois que le système sera effondré. Voilà, c'est tout. Mais moi, je ne vais pas vous juger. Hein. Voilà, mais moi, je suis prêt. Je suis prêt à beaucoup de sacrifices, je suis prêt à beaucoup de choses, ce que le français lambda n'est vraiment pas prêt. Et c'est là le problème. Tant que le frigo est plein, moi je dis, vivement que le frigo soit vide et qu'on rediscutera après. Et que, voilà, il y a des paysans qui se suicident tous les jours pour remplir le frigo. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience de tout ça. Mais voilà, on ne refera pas le monde, certes, mais le jour où le monde il va tomber, il faudra qu'on soit prêt à faire autrement. C'est sûr qu'en 1789, nos anciens, ils ont fait la révolution, mais ils ont mis les pires après, les mêmes pieds qu'avant. Donc ça ne servait à rien. Je vais laisser Michel répondre. Juste, peut-être que vous trouvez, alors je ne vais pas parler sur nos vies personnelles, mais peut-être que vous trouvez qu'on a un bon train de vie parce que vous voyez que Michel est bien coiffé, sophistiqué, mais il a ce côté. C'est pour rire. Mais je ne vais pas rentrer dedans, mais je pourrais répondre et on en discutera après l'émission, mais c'est pas ce que vous croyez. Le problème, c'est que moi, quand je fais des vidéos avec les gens, moi, ça fait 2 mois que je fais des vidéos, une tous les jours quasi. Donc, les gens qui me suivent, ils connaissent tout de moi. Ils savent tout sur moi. Et moi, je ne sais rien sur eux. Peut-être que vous vivez dans la misère, hein, je ne suis pas là pour vous juger. Et puis, chacun fait comme il peut. Mais c'est vrai que moi, quand je vais faire une émission, les gens, ils savent tout dans le moindre détail. Tout à l'heure, vous avez fait la réflexion par rapport à ma femme, qui, elle, n'était pas défendue par le syndicat. C'est que vous avez bien regardé mes vidéos. Je ne l'ai pas dit souvent, j'ai dit une fois. Vous êtes tombé dessus, peut-être. Mais celui qui suit mes vidéos, il sait tout sur moi. Il sait vraiment... voilà, parce que je cache rien. Et je ne sais pas pourquoi je cacherais quelque chose, parce que voilà, je suis comme ça, je suis entier, je suis naturel, c'est pour ça que je suis beaucoup suivi et que les gens ils m'apprécient pour ça, pour ma sincérité, mon honnêteté. Mais moi, souvent, j'ai face à moi des gens que je connais rien d'eux, donc j'y vais un peu à tâtons. Et puis quand je vous entends discuter, je comprends que vous avez une philosophie de vie qui est hors du commun, mais voilà, vous êtes, voilà, je sais pas, c'est pas en 1 heure que je peux comprendre qui vous êtes. Hein. Alors, nous, ce qui est intéressant, au début, on s'est présenté et vous nous avez dit qui vous étiez, et Maurice n'a pas dit qui nous étions. Pourquoi? Il n'a pas dit qui nous étions personnellement, parce qu'on considère que ça n'a aucun intérêt. Moi, ce qui m'intéresse chez vous, c'est pas votre niveau de salaire, c'est même pas votre profession. Vous auriez émergé dans une lutte des Gilets jaunes, on discutera avec vous pareil. C'est pas de savoir combien vous a coûté votre canapé, etc. Ce qui m'intéresse, c'est
votre radicalité potentielle qui avance et de savoir où elle peut aller. Et c'est pas, et d'ailleurs, ce qui nous intéresse, c'est tous ceux qui sont derrière et qui écoutent. Parce qu'on parle à tout le monde. Nous, notre intérêt, c'est on juge pas les gens par rapport à où ils en sont, par rapport à ceux qui gagnent, on en a rien à foutre. On s'inscrit dans des luttes qui remontent à Marx et Engels. Marx, il vivait dans une misère noire, avec les enfants qui tombaient comme des mouches parce qu'ils n'avaient plus rien à bouffer. Et Engels était patron d'usine. Et ils étaient amis. Donc Engels avait des ouvriers sous ses ordres. Et ils étaient amis et ils se battaient pour la même chose. Abolir l'argent, ça ne veut pas dire. Il ne faut pas confondre le communisme et le survivalisme. J'ai l'impression que le communisme, c'est pas le retour à la nature et vous dire voilà, j'ai un discours, mais j'assume, je me fais un pagne avec des feuillages et puis je chasse et j'étrangle les rongeurs que je croise. Non, c'est pas ça. Nous voulons ensemble nous battre contre l'argent, quel que soit notre niveau de salaire personnel. D'ailleurs, dans notre groupe, il y a tous les niveaux de salaire possibles, c'est pas de problème. Nous voulons nous battre contre l'argent parce que c'est le système de l'argent qui détruit le monde et qui nous détruit tous, quel que soit notre salaire. Mais demain, tant que le système de l'argent est là, il faut que j'aille m'acheter une baguette de pain. Et si j'ai pas 1 euro en poche, j'aurai pas ma baguette de pain. Et d'ailleurs, les agriculteurs, et c'est tout à fait normal, on ne leur en fera jamais le reproche, plein d'agriculteurs sont contre l'Europe pour des raisons objectives, parce qu'ils voient bien que ça participe de la destruction de leur vie. Mais quand la subvention européenne arrive, ils la prennent, en attendant d'en sortir. Il ne faut pas mélanger. Il y a une vie immédiate, il faut continuer à vivre immédiatement. Et puis, il y a où on va. Et c'est pas pareil. Et nous, on travaille sur quelque chose qui est très important, c'est que la nécessité historique, c'est-à-dire le fait que les choses ne peuvent pas dévier. Ça va se passer comme ça. Alors, on peut se dire que la crise, ça va, on peut se dire que ça va être dans des décennies, je serai mort, qu'est-ce que je fais en attendant? Nous, on dit que ce ne sera pas dans des siècles et que de toute façon, ce n'est pas le problème. Ce qui compte pour nous, c'est de nous retrouver en opposition contre ce système à tout point de vue. Mais évidemment, je vais au travail et je pourrais en avoir un autre et ça n'a aucun intérêt, ça ne dit rien de ma personne parce que je ne fusionne pas avec mon travail. Si j'avais des parents agriculteurs, je serais peut-être devenu agriculteur. On a une trajectoire personnelle qui ne dépend pas de notre volonté. Vous êtes agriculteur pas parce que vous l'avez voulu, c'est parce que vos parents l'étaient et que vous avez eu un héritage. Un héritage avec... Ben, combien d'agriculteurs aujourd'hui quittent la ville? Alors, il y a tous les bobos, mais il y a les bobos qui ont un capital de côté et donc ils peuvent investir et donc ils se permettent de quitter la ville pour essayer de faire des amandes bio ou je ne sais pas trop quoi. Mais combien de prolos s'en vont à la ville? Vous savez que les prolétaires qui ne sont plus donc depuis des générations et des générations des paysans, on va dire après pourquoi les paysans aujourd'hui sont des prolétaires, mais c'est des paysans qui ont quitté la terre pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce qu'ils ont été contraints et qu'ils ont été poussés. Ça s'est fait d'abord en Angleterre, on les a expulsés de la terre pour y foutre des moutons avec très peu d'humains, des moutons en pagaille pour le tissage et l'industrie textile. Et tous ces gens-là ont dégagé à l'usine. Mais c'était des paysans. Et maintenant, on a le truc inverse, c'est-à-dire que les paysans qui, après la Révolution française, sont devenus des propriétaires, alors qu'avant, c'était des gens, des communeux. Dans votre village, il y a peut-être des communaux, des endroits où les ancêtres amenaient leurs vaches ou leurs cochons, des terres qui étaient à tout le monde. Il y a ça dans votre coin, en Haute-Loire? Oui, oui, des communaux, il y en a partout. Voilà. Donc, mais moi, je suis pas propriétaire, je suis locataire, et puis j'ai quelques communaux. Alors, on a quelques communaux, on s'est partagé ou ils sont devenus à l'abandon, même, il y en a. Après, votre communisme, là, comme vous voulez faire, je sais pas si vous vivez dans une ville ou dans une campagne, mais vous êtes quand même conscient qu'à la campagne, ce sera plus facile de vivre en communauté, en communisme, je sais pas comment vous voulez dire, que ceux qui sont dans la ville, il va falloir qu'ils fassent marche arrière très vite, parce qu'ils seront des millions, et ils pourront même avec la meilleure volonté du monde, je sais pas comment ils vont faire pour faire du pain, pour se nourrir, voilà, mais je sais pas, moi, il va falloir faire marche arrière à quelques moments. Ça va être une marche en avant, mais ce que vous dites est juste dans le sens où mais tout ça, ça aussi, ça a été décrit par les groupes radicaux, la division du travail, la division que ça engendre entre les villes et les campagnes, et l'abolition à venir
de l'échange, ça va permettre l'abolition de cette division ville et campagne. Mais tout ça, nous, on sera plus là, hein, mais c'est notre Ah destination. oui, mais je comprends. Ouais, mais c'est bien que vous avez dit que vous serez plus là. Ah, ça me fait plaisir. Mais, non, Mais mais Ah, c'est sûr ça vous fait plaisir que je sois plus là? non, Ah bon, non, ça me fait plaisir que vous réalisez que sûrement vous serez plus là, mais peut-être mais que vous bien serez sûr. encore là. Je pense. Peut-être non, si vous arrivez à on sera 110 plus ans, vous avez là. une chance. On sera plus là quand la chose. C'est un processus historique, c'est long. On sera pas là Oui, quand la destination sera, quand l'humanité sera arrivée à destination. Mais on est déjà je là à com- un moment où le chemin est pris. Vous l'avez dit, vous avez oui, parce que enchaîné. je comprends. Vous avez- Vous faites un Pardon. retour sur 200 ans en arrière et vous projetez sur 200 ans à venir, en gros. Donc, je comprends que dans 200 ans, on n'en sera pas au point d'aujourd'hui. On sera sûrement dans ce que vous imaginez aujourd'hui, dans le Mais c'est pas, communisme. c'est pas un, c'est Oui. pas un jeu intellectuel pour s'occuper. Parce que quand on comprend ça, on comprend que tout ce qu'on fait, Mm. tout ce que les gens veulent faire de bonne foi, hein, de bonne foi, mais tout ce que les gens veulent faire d'intermédiaire entre les deux va rater. Comme ça a toujours raté dans les décennies passées. Comme, même le plus volontaire des paysans, même le plus volontaire des paysans, est-ce qu'il s'imagine, le plus combatif, est-ce qu'il s'imagine que 2030 sera mieux que 2020 pour lui? Non, Est-ce qu'il s'imagine que 2030 sera mieux que 2020 à l'hôpital public? Est-ce qu'il s'imagine que 2030 sera mieux que 2020 pour l'économie en général, l'énergie, le nucléaire, la pêche? Non, tout va dégénérer. ouais, on est Et d'accord. les gens qui ne voient pas la destination parce que justement ils la voient comme trop lointaine vont essayer de goupiller un truc intermédiaire. Mais ça ne peut que rater parce que c'est une logique de crise irrémédiable qui avance. Donc nous, on dit pas aux gens, occupez-vous à penser à demain, etc., comme ça pour le plaisir. Il faut avoir conscience que tout ce qu'on fait d'intermédiaire pour réagencer le système le prolonge. C'est à ça que servent les syndicats. C'est à ça que servent les partis politiques. Parce que la démocratie, un système, c'est le système parfait de l'argent parce qu'il est fluide. On s'adapte aux nécessités. On écoute, on discute, il y a des luttes, on les endort en donnant un peu de fric par là. Il y a moins de luttes de l'autre côté, on en donne moins. Le tout du système avance tranquillement. Donc, il ne faut pas être impatient et vouloir que le monde vraiment humain soit là demain, parce que ça ne peut pas arriver. C'est pas un coup de baguette magique, il y a un processus historique. Mais par contre, si à l'inverse, on se dit, bon, ben, c'est trop loin, parce qu'on se l'imagine comme trop lointain, et que donc je vais essayer de goupiller un truc, je suis comme Rousseau, mais sur un autre terrain. Qu'est-ce qu'il fait Rousseau? Ben, il se bat pour ses intérêts, bien compris, de classe. Mmh. Si le prolétaire ou le paysan, et d'ailleurs je répète ça depuis tout à l'heure, les paysans s'imaginent qu'il y a les prolétaires à l'usine, la plupart, mais vous me direz ce que vous en pensez vous, et qu'il y a les paysans sur la terre et que c'est pas pareil. Ça n'a pas été pareil dans l'histoire, effectivement. La Révolution française a fait des paysans des propriétaires, mais ça s'est dégradé, ça s'est dégradé. Puis de plus en plus, il y a des gens comme vous avez, qui sont obligés de louer. Et de toute façon, tout le monde est endetté au Crédit Agricole ou ailleurs, etc. Ce qui fait que tous ces gens ont tout perdu. Ils ont ce qu'il leur reste, c'est-à-dire des maisons, et ils peuvent manger. Parce que ceux qui le produisent. Donc, il leur reste ça. Mais ils sont prolétarisés, c'est-à-dire c'est des gens, ce qu'on appelle des sans réserve, des gens écrasés par un monde qui s'impose à eux et qui les dépasse. Donc, c'est pour ça que je vous parlais des Gilets jaunes. Le devenir des paysans, quand ils vont ressortir dans la rue de façon plus radicale, c'est de se joindre aux Gilets jaunes en comprenant qu'ils n'ont aucune différence avec eux. Et que le fait qu'eux aient un savoir-faire, parce qu'ils savent faire du fromage, élever des bêtes, etc., et que les Gilets jaunes ne l'ont pas, ne change rien. Vous donniez tout à l'heure l'exemple de la campagne et la ville. Il y a eu une révolution en Espagne en 1936, des prolétaires radicaux sur des zones entières qui ont aboli l'argent, ils jetaient l'argent au feu. À la campagne, mais il y avait des zones avec la ville où on se débrouillait collectivement, on se mettait en dialogue de lutte pour alimenter les combattants où qu'ils soient.
les hommes s'organisent, vous le connaissez très bien. Les gilets jaunes arrivent sur un rond-point, ils s'organisent pour faire vivre le rond-point. Il n'y a pas besoin de leur donner, on leur demande pas qui vient de la ville, qui vient de la campagne. Chacun apporte ce qu'il peut apporter à la communauté qui est en train de se former. Et c'est toujours passé. Ce ne sera pas un problème. La division ville-campagne, c'est la division que le système a fait. La ville est anti-humaine, même si beaucoup de gens sont obligés d'y vivre pour des raisons de travail, parce que c'est là qu'il est le plus massivement. Mais on détruira les villes sur la très longue durée révolutionnaire. Mais en attendant, elles sont là. Et quand le mouvement révolutionnaire va émerger, ben, il y aura un dialogue entre les révolutionnaires de partout pour organiser la vie dans la lutte. C'est pas un problème, ça. Pardon. Et dans votre mouvement, vous êtes nombreux à penser comme vous? Alors, tout de suite, parce que tout de suite ou dans l'histoire? Parce que Tout de suite, aujourd'hui. ben, même tout de suite, tu veux répondre, Maurice? Tout de suite, on n'est pas nombreux, mais c'est une loi, une détermination de l'histoire. Il y a eu des millions de paysans qui se battaient pour le retour du royaume du Christ dans le sens du Christ radical, du monde sans argent, débarrassé de l'échange. Donc il y a eu des millions ça s'est resserré, comme se resserre le nombre de paysans. Mais ce qui compte, c'est la transmission de cette conscience-là. Et c'est la lutte, l'intensification de la crise qui va obliger les gens, dans la matérialité de leur vie, à ce que cette conscience revienne. Mais ça, on est rentré dedans. Voilà. Donc, pour vous répondre concrètement, non maintenant. Et ça a été beaucoup. Là, on est dans un entonnoir et ça va revenir. Mais notre but, c'est le même que le vôtre. On veut jouir de la vie. On est des êtres humains. On veut être dans la fraternité. Et tout ça, la différence, c'est que nous, on sait que ça sera exclusivement possible dans un monde débarrassé de l'argent. Ça correspond à une loi de la valeur. Je te laisse, Michel. Et juste en précisant rapidement, et je vous laisse la parole, Sébastien, les groupes dont on hérite, en quelque sorte, n'ont jamais cherché à faire du nombre. On ne veut pas de militants. Un parti politique a des militants, qui soient anciens ou qui naissent dans une lutte. Il a des militants, c'est-à-dire quelqu'un qui a du bagou, qui sait parler, etc., et des gens qui suivent. On l'a vu d'ailleurs, ça se fait tout naturellement, sans même qu'il est parti sur certains blocages d'autoroute. On l'a vu naturellement. Il y a des gens qui se mettent à régenter parce qu'ils ont plus de charisme et de bagou, et des gens qui écoutent et qui suivent gentiment. Nous, on est absolument contre ça. Donc, on ne cherche pas des gens pour faire masse et suivre qui vont distribuer, des militants qui vont distribuer un discours qui n'est pas le leur. On parle aux gens et tous ceux qui veulent s'intégrer à ça peuvent nous rejoindre, mais à condition qu'ils s'intègrent à ça. Nous, on ne veut pas des larbins pour aller coller des affiches. On n'a rien à foutre. On veut des gens qui s'éveillent à leur humanité vraie, qu'on leur a fait perdre. On nous a tous fait perdre notre humanité vraie. Tous. Ce qui fait que les prolétaires du XIXe siècle savaient qu'il y avait eu des luttes paysannes au Moyen-Âge. Mais les prolos et les paysans, les gilets jaunes de 2018-2019 ou les paysans d'aujourd'hui, ils connaissent rien de l'histoire des luttes, ne serait-ce que du XXe siècle, parce qu'on fait en sorte qu'ils ne savent même pas que ça existait. Il faut que les gens se battent dans des mouvements immédiats, mais il faut surtout pas qu'ils sachent qu'ils sont l'héritier de quelque chose qui les dépasse. Et que ce qu'ils vivent, ça a déjà été vécu des dizaines de fois et des centaines de fois par d'autres. Et c'est intéressant parce que quand on sait que ça a été vécu par d'autres, on apprend en apprenant ça ce qui a déterminé leur échec. Et donc, on est vacciné en quelque sorte, dans le bon sens du terme, contre ces échecs-là, parce qu'on ne va plus faire les mêmes erreurs. Et c'est pour ça que le système fait tout pour que les humains d'aujourd'hui n'aient aucune conscience historique des luttes passées. On va raconter, vous avez peut-être des enfants, on va raconter aux enfants l'esclavage, l'esclavage des Noirs d'Afrique, le commerce triangulaire, etc. Mais personne ne va leur parler, par exemple, de la Commune de Paris ou de la Commune de Barcelone en 1937. Personne. Non, mais c'est enrichissant, votre débat. Qu'est-ce que Mais vous voulez? Non, je pense que ça serait pas tout le monde qui serait ouvert comme moi dans les agriculteurs. Il y en a, mais je serais curieux que vous fassiez ça avec un syndicaliste de la FNSEA. Ça, on le fera pas.
Je On le pense fera qu'au bout pas. de 5 minutes, il s'en va et il vous traite de fou. Mais on le fera pas parce qu'on ne s'adresse pas, on s'adresse à tous les humains quel que soit leur niveau de conscience, qui sont dans une authenticité. Mais un escroc professionnel, on ne discute pas avec lui, ça n'a aucun intérêt. Donc on ne discute pas avec les chefs de parti, on ne discute pas avec les chefs de syndicats. Par contre, on s'adresse, un être authentique peut être syndiqué parce que, mais on discute. Mais un professionnel de l'entourloupe, on dit, ça n'a aucun intérêt. Un débat, enfin, vous voyez, on s'écoute, chacun peut dire ce qu'il veut. Un débat présuppose que l'envie d'authenticité, le désir de vérité. Bon, donc on ne va pas parler avec eux, non. C'est pour ça qu'on vous a contacté à vous, non pas parce qu'on est d'accord sur tout, là, tout de suite, mais l'histoire va bouger. Et donc, nos positions se rapprocheront ou s'éloigneront au gré de nos trajectoires respectives. Mais en tout cas, il y a un devenir possible. Un chef de syndicat, tout le monde a le droit de changer. Mais à ce moment-là, il viendra nous contacter comme quelqu'un qui a quitté, comme ça s'est fait plein de fois dans l'histoire, hein. Il y a des gens qui comprennent sur le tard et qui ont fait n'importe quoi et qui décident de maintenant, c'est terminé. Il y a des gens, hein, qui changent, hein. Alors, je suis pas sûr que votre ami Rousseau va changer, mais il a le droit, c'est pas interdit. C'est pas mon ami, c'est mon ennemi. Ouais, j'avais compris. Non, mais ouais. Je vous confirme que tout le monde n'a pas votre ouverture d'esprit. Mais bon, comme l'a dit Michel, on, on va parler aux gens, on voit qui ils sont, mais on cherche pas à parler à un représentant de quelque chose, parce que toute représentation, toute chefferie est forcément récupérée. Donc, on vous avait dit 1 heure, on a dépassé un peu, je voudrais pas retarder. Non, ça va? Bon, on fait une Ouais, heure ça de va. plus alors. Et en général, vous faites avec des citoyens lambda, comment vous faites alors? Vous en faites souvent des émissions comme ça? On fait une émission tous les un mois et demi. Vous pourrez aller les voir dans votre tracteur, vous mettrez les Ah oui. écouteurs, enfin les voir ou les écouter. Voilà. Après, on essaye de parler aux gens et après quand il y a des gens qui ont, comme on l'a dit, comme un instinct de classe et bientôt une conscience, pas encore, mais quand il y a des gens qui ont un instinct, on essaye d'entrer en contact avec eux et c'est ce qu'on fait ce soir. Voilà. D'accord. Et on fait des émissions sur tout un tas de sujets. Entre nous, c'est vrai que c'est rare. On l'avait fait avec les gilets jaunes à l'époque, parce qu'il y avait des gilets jaunes alors, c'est pareil, des gens qui constituaient des groupes spécifiques, qui aimaient ceci, cela. Bon, ils n'étaient pas dans la conscience d'une lutte générale contre le système dans sa totalité, mais on a commencé à rentrer en dialogue avec eux, puis ce mouvement s'est peu à peu éteint. Et donc, depuis, on a plus fait des émissions entre nous où on essaie de transmettre des choses. Bon. Et puis là, il y a le mouvement des paysans, et donc on contacte des paysans comme vous, s'ils veulent. Vous êtes le seul à nous avoir dit oui. Mais Ah c'est bon? intéressant pour nous, quelqu'un qui dit non. On lui parle simplement de vraie vie, et quelqu'un dit non. Parce que non, ce qu'il veut, c'est améliorer la vie fausse. Et c'est ce que veulent plein de gens, améliorer la vie fausse. Vous en avez contacté des paysans qui vous ont dit non? Alors, on ne vous Non, donnera alors pas de nom. qui n'ont pas répondu, qui n'ont pas répondu. Ah, Et après, on a d'accord. discuté on a été en manifestation, on a discuté et on a eu de tout, quoi. Enfin, des gens ouverts et comme vous avez dit, des gens où l'ouverture n'était pas encore au sujet du jour, quoi. Moi, jusqu'à présent, j'ai rien refusé, je suis allé chez tout le monde. On aurait préféré que vous nous dites, j'ai refusé tout le monde et guerre de classe, on pouvait pas dire non. Mais Hein. là où je suis le mieux, c'est chez les médias indépendants, hein. Les autres, je pense qu'ils vont plus m'inviter, de toute façon. Vous voulez un mot de la, vous voulez dire quelque chose pour Non, pas plus, hein. Non. bon ben merci beaucoup de nous avoir donné votre temps. Si vous passez dans les Landes, peut-être que je vous nourrirai un peu. Vous m'avez l'air un peu maigrichon. On mange peut-être pas Non. assez bien vers chez vous. Et voilà, non, non, Faudrait que comment? tu achètes du lait, Maurice. Ah, non, tu as des chèvres, toi. J'ai des chèvres. Mais vous, c'est des vaches que vous avez. Ouais. Bon.
Bon, ben merci beaucoup et gardez ce bruit de fond de la radicalité derrière l'oreille et ça fera résonance dans quelques temps. Ok. Et en attendant, Merci. buvons du bien. Oui, mettez-vous au vin par contre. Non, ça fera. Et elle va sortir à quand l'émission? Prochainement, le temps qu'on monte, Ah, on va mettre une musique. Ok. Allez, mais merci. merci à Ce, vous. ce fut très intéressant. Avec plaisir, et puis à l'occasion, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de souci. Ok. Allez, bonne soirée. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.